Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la réouverture de la Chine, le seul vrai pivot qu'on a sous la main, à se mettre sous la main en cette fin d'année 2022, en attendant peut-être les pivots de la Fed et de la BCE pour les banques centrales. Mais la vraie nouveauté quand même dans le paysage des marchés en cette fin d'année, c'est la réouverture sanitaire de la Chine. Nous en parlons avec Joachim Jean qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Vous êtes gérant action asiatique et action thématique également chez Mansartis, mais ce qui nous intéresse, c'est donc l'Asie, et qui dit Asie dit Chine, et on a choisi effectivement de se focaliser sur la thématique chinoise. Un mot effectivement de ce pivot sanitaire qui est finalement assez rapide. On l'attendait après le 20e congrès du Parti communiste chinois. Les quelques jours qui ont suivi ont laissé peu d'évidence sur l'idée que le pivot allait se mettre en place. Et puis là, chaque jour, ça semble s'accélérer quand même, Joachim. Oui, c'est une vraie bonne surprise de la part du gouvernement chinois. On l'attendait maintenant depuis plusieurs mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population chinoise était la seule qui était sous restriction du Covid. D'ailleurs, on voyait quand même une fronde assez forte de la part de la population chinoise monter. Un ralentissement aussi de plus en plus marqué de l'économie chinoise. Et le gouvernement qui lâche du lest dès le mois de novembre. Et c'est vrai que les stratégistes estimaient un peu ce pivot autour de 2023 qui arrive aujourd'hui. C'est une très bonne nouvelle puisque le marché chinois avait perdu quand même 60% depuis les points hauts de février 2021. Aujourd'hui, on a un marché qui reprend 30% depuis le 1er novembre. Donc c'est très bon. Et on espère que ça va continuer avec justement des révisions haussières pour 2023 au niveau de l'économie et des entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui se passe là, le marché est très rapide, toujours, effectivement, 30%, c'est quand même pas rien, même si on vient de 60% de baisse. On parlera de l'investissement concret avec vous, Joachim, mais maintenant, ça ouvre la voie à une séquence. C'est-à-dire qu'il y a une séquence derrière ces premières mesures, il y a quelque chose qui va se mettre en place graduellement, déjà sur le plan sanitaire. On verra comment se déroule le pivot, parce qu'on peut très vite arriver à des niveaux de saturation hospitalière, des morts qui deviennent peut-être compliqués à gérer. Enfin, bref, c'est peut-être pas une histoire tout à fait linéaire, mais sur le plan économique, là, ça ouvre quand même la voie à une séquence qui va être une séquence de révision un peu positive par rapport au pessimisme qu'on avait accumulé sur la thématique chinoise. Exactement. Alors, ce qu'on va regarder vraiment en détail, ça va être au niveau de la consommation, puisque c'est vraiment l'élément qui a été impacté lors de ce Covid, puisqu'en fait, on voit qu'au niveau du manufacturier, il y avait une demande étrangère qui portait le secteur manufacturier chinois. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça coïncide en fait avec un ralentissement de la demande étrangère. Bien sûr. À penser que le gouvernement chinois a perçu un peu ce qu'on voit pour 2023 au niveau de l'économie américaine et européenne, s'est dit, écoutez, c'est peut-être le moment pour libérer un peu ce stock au niveau de la consommation qu'on a. Donc en fait, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on a une croissance de la consommation qui est très faible pour la Chine, 0,6%. On va avoir normalement pour 2023 une reprise graduelle, vous l'avez dit, calibrée, je pense, de cette consommation. Mais aujourd'hui, les faits sont là. On s'attend à 5% de croissance du PIB chinois en 2023. Là où on s'attend à des récessions aux États-Unis et en Europe. Donc on voit qu'il y a vraiment un décuplage entre la Chine aujourd'hui et l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, ça va être, je pense, la Chine qui sera le grand gagnant de 2023. Ah oui, c'est vraiment le Joker 2023, là, vous dites. Alors, c'est pas le Joker, je pense, puisque en fait, lorsqu'on regarde les valorisations du marché boursier chinois qui a perdu 60%, aujourd'hui, on se paye à peu près 10 fois l'année prochaine en termes de BPA. Il faut savoir qu'on vient de 8 fois avant les 30% et que la moyenne à peu près sur les 10 dernières années était de 13 fois. Donc on a encore une marge aussi de manœuvre sur la valorisation pour avoir un marché qui continue de progresser en 2023. On peut se référer aux multiples de valorisation du passé quand on évoque la Chine aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé depuis 2 ans, notamment, Joachim, ou est-ce qu'il faut quand même intégrer l'idée qu'il y a une prime de risque politique qu'il faut maintenir malgré tout aujourd'hui? Alors c'est vrai que la prime de risque politique a toujours existé en Chine. Je pense qu'elle perdurera dans les prochaines années. Il y a plusieurs éléments. Il y a bien sûr aujourd'hui le conflit, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Alors la Chine a décidé de rester assez discrète par rapport à ses liens éventuels avec la Russie. Il y a également le conflit,
le conflit, les tensions éventuelles avec Taïwan. Aujourd'hui, on voit que la Chine craint des sanctions américaines éventuellement en cas d'attaque sur Taïwan. Et puis, il y a aussi des conflits, mais qui sont pas récents avec les États-Unis. Mais on voit une amélioration d'ailleurs sur ces conflits-là. On a eu une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping qui s'est plutôt bien passée. On a eu les auditeurs américains aussi qui sont venus regarder un peu le compte des sociétés cotées aux États-Unis. Ça s'est très bien passé. Du coup, voilà, on a une petite accalmie sur ce point-là. Il y a une pause dans l'affrontement séculaire Chine-États-Unis qui va continuer, qui montera encore en tension. Mais là, il y a peut-être une fenêtre d'accalmie d'une certaine manière. Voilà, la Chine, c'est la Chine. Il y a toujours des éléments de risque. Aujourd'hui, je pense que les investisseurs vont se focaliser sur la croissance, sur les révisions haussières des BPA des entreprises chinoises. Puis, on a des perspectives à long terme très intéressantes au niveau de la consommation et de la classe moyenne émergente chinoise. Justement, dans quel état on va retrouver le consommateur chinois après 2, voire 3 ans de confinement ou de restrictions sanitaires sévères? Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on anticipe de ces comportements et comment ça se traduit concrètement dans un fonds action asiatique que vous gérez, Joachim? Alors, on a des opportunités à court terme et à long terme. À court terme, ce qu'on va regarder, ça va être toutes les sociétés qui sont plus liées au tourisme, par exemple, puisqu'on va avoir une réouverture à la fois des déplacements entre régions, qui étaient pour le moment encore interdits en Chine. Ça va porter certaines valeurs comme Travel Sky, qui est un peu le Amadeus chinois, donc service technologique aux grandes compagnies aériennes chinoises. Plateforme de réservation, enfin, voilà, les choses exactement, simplement. avec une hausse du nombre de vols domestiques et qui sait bientôt des vols internationaux, puisqu'on espère aussi que le consommateur chinois, pour mes collègues européens, américains, va aller dépenser en Europe et aux États-Unis. Et puis à long terme, en fait, il y a des trends assez flagrants. Ça va être, par exemple, le nationalisme au niveau de la consommation. C'était une volonté du gouvernement depuis 2-3 ans. C'est aussi un sentiment d'appartenance nationale pour cette jeune génération. On voit, il y a eu des boycotts américains, des boycotts chinois. On sent aujourd'hui le consommateur chinois vouloir se retrouver dans sa consommation. Et puis, en fait, le Made in China, c'est plus ce qu'on avait l'habitude de voir il y a 20 ans. Mauvaise qualité, copier-coller. Il y a des vrais leaders, des vraies marques. Je peux vous donner l'exemple d'Antasport, donc un équipementier sportif. Donc, c'est très peu connu, mais il faut savoir que c'est le 3e équipementier sportif au monde, derrière Nike et Adidas. Et aujourd'hui, en fait, on voit que des sociétés chinoises comme Antasport, en fait, arrivent à reproduire les stratégies marketing des plus grands en faisant des sponsorships énormes avec des stars du sport qui attirent le consommateur chinois. C'est quand même... Alors, tant mieux quand on est sur le marché asiatique comme vous, Joachim, parce que ce sont des opportunités nouvelles d'investissement, effectivement. Mais pour ceux qui sont sur des marchés américains ou européens, c'est quand même une fragilisation énorme des modèles ou des trajectoires qu'on pouvait avoir en tête pour de grandes marques qui reflètent le savoir-faire européen, français ou américain. C'est-à-dire, quand on veut jouer le consommateur chinois, il va falloir être de plus en plus attentif aux entreprises qu'on sélectionne, parce qu'en face, il y aura toujours une marque concurrente chinoise qui, à un moment, aura peut-être l'avantage, y compris auprès d'une nouvelle génération de consommateurs chinois. Vous avez raison, Grégoire. Mais écoutez, en fait, le gouvernement chinois l'a compris aussi. Aujourd'hui, on estime la classe moyenne chinoise à peu près à 50% de la population chinoise, du coup, à peu près 700 millions de personnes. C'est un stock de croissance inestimable. On voyait la Chine auparavant un peu comme l'usine du monde. On voit que ce n'est plus forcément le cas. Donc la Chine va trouver ce relais de croissance dans la consommation. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les entreprises internationales ? Il y a toujours, on voit des éléments flagrants, par exemple dans le luxe, c'est-à-dire que là, on va avoir du mal à trouver des concurrents chinois qui vont concurrencer du LVMH. On peut le voir également. Alors, c'est un peu moins le cas, d'ailleurs, c'est intéressant dans l'automobile. C'est vrai que la premiumisation de la consommation en Chine faisait que pour avoir ce sentiment d'appartenance à une classe plutôt aisée, on allait acheter des voitures allemandes. Aujourd'hui, par exemple, dans l'électrification de la voiture, BYD, qui est un géant chinois de l'automobile, a pris la place de numéro 1 mondial en termes de volume dans la production de véhicules électriques et croît beaucoup plus que Tesla aujourd'hui en Chine. Donc voilà, il y a certains sous-secteurs où je pense qu'il y a des éléments de risque pour les sociétés étrangères.
Et puis, voilà, dans le luxe, je pense qu'il y aura toujours ces gérants européens qui arriveront je ne sais pas, on verra. à prendre la part du gâteau. Ouais. Je me souviens à une époque, Hermès qui avait créé sa marque chinoise. C'était il y a déjà quelques années pour anticiper peut-être effectivement une montée du nationalisme chinois, y compris dans le secteur du luxe. Juste un mot pour finir. Quel est le poids de la Chine aujourd'hui dans le fonds Action Asiatique que vous gérez, Joachim, pour donner une idée de ce que ça peut... quel type de moteur ou de driver vous anticipez là? Alors, il faut savoir que les actions chinoises sont assez prépondérantes dans les indices asiatiques, autour de 30-40%. Nous, on a fait le choix d'être surexposé à la Chine, à hauteur de 50%, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'avec ces niveaux de valorisation-là, cette baisse de marché et les perspectives de croissance pour 2023, on devrait avoir un bon rendement sur cette classe d'actifs. Merci beaucoup, Joachim. Joachim Jean, qui était avec nous en plateau pour ce thème asiatique, chinois, même tourné sur la consommation, le consommateur chinois qui sera un élément clé du schéma global qu'on peut avoir en tête pour 2023. Joachim Jean, gérant action asiatique et gérant action thématique chez Mansartis, qui était l'invité du quart d'heure thématique ce soir de Smart Bourse.